Bonjour mes amis, nous allons aujourd'hui passer une petite heure ensemble sur un sujet dont on parle énormément actuellement, qui est celui des objets, des capteurs, toutes ces choses bizarres qui sont en train de nous environner. Et je vous préviens tout de suite, je ne vais pas dire que des choses agréables parce que je pense que on a mis un tout petit peu la charrue avant les bœufs et qu'en fait les problèmes ne sont pas résolus. Et c'est plutôt sur ces problèmes-là que je vais m'attarder pour une manière un petit peu à éviter les petits soucis que vous pourriez tous avoir. Alors si vous permettez, je vais d'abord me présenter. Donc je m'appelle Claude Marson. Pour certains, vous me connaissez. Je suis président de la compagnie Messi donc à Montréal, mais également donc en France, une compagnie équivalente. Et nous sommes spécialisés donc dans les technologies TI et particulièrement aujourd'hui dans les domaines qui touchent au traitement des données, alors ce que certains appellent le big data, et puis donc tout ce qui est analytique, installation donc de systèmes fondés sur des objets, et également beaucoup des problèmes de sécurité. Autant vous dire que je nage dans des problèmes en ce moment et il n'y a rien qui m'agace plus que d'entendre que tout se passe bien et que finalement les objets c'est un long fleuve tranquille. C'est tout sauf un long fleuve tranquille. Enfin, je ne vais pas vous décourager, simplement je vous préviens un tout petit peu de ce qu'il en est. Bien, alors la première chose qu'il faudrait d'abord décider et définir, c'est de quoi on parle. On va parler de capteurs, on va parler d'objets, et donc de choses qui, à mon avis, sont un tout petit peu dévoyées à cause des termes anglo-saxons. Aux États-Unis, on parle d'IoT, donc d'Internet des objets, comme si les objets n'avaient d'autre possibilité que de communiquer à travers donc, Internet, ce qui est absolument faux. Les objets communiquent avec les outils et les réseaux qu'ils vont trouver à leur disposition, et vous verrez, je vous en parlerai tout à l'heure, ça concerne essentiellement, donc, on va plutôt communiquer avec des réseaux basse consommation, ce qu'on appelle les LPWAN, donc des réseaux qui sont faits pour ça, mais ce n'est pas Internet. Et si derrière on veut ensuite monter sur un réseau plus étendu, là on pourra utiliser Internet. Donc il y a déjà une ambiguïté sur le terme, le mot ou le sigle IoT n'est pas adapté. Il faut parler d'objets, de capteurs et puis des réseaux que l'on trouvera, à notre disposition. Alors d'abord, il y a une première chose, on dit qu'il va y avoir 100 milliards de capteurs en 2025. À vrai dire, on n'en sait absolument rien, je pense qu'il y en aura effectivement beaucoup, mais de là à dire qu'il y en aura 100 milliards, ça me paraît un tout petit peu superfétatoire, je pense que c'est un peu dangereux de dire ça. Cela dit, c'est vrai, on va être environné par des multitudes donc, de capteurs, et il commence à y en avoir beaucoup aujourd'hui, qui vont être de toutes sortes. Et une étude a été faite récemment, d'ailleurs, qui montrait qu'une personne, dans une journée, avec les outils qu'il utilise quotidiennement, par exemple son mobile, son téléphone, va être en contact actif, pas simplement passif, avec à peu près une centaine de capteurs au cours de la journée. Autrement dit, les capteurs demain, ça c'est une certitude, vont rythmer notre activité, notre vie professionnelle, voire même notre vie personnelle. Alors il va y avoir un gros changement par rapport à ce qu'on a connu, c'est que autrefois, j'ai presque l'impression de parler du Moyen-Âge quand on évoque ça, il fallait se connecter au réseau. On disait, je me connecte à un réseau. Maintenant, c'est plus comme ça. Maintenant, avec nos mobiles, nos machines, nos tablettes, eh bien, on est connecté en permanence. Le réseau, c'est nous. Et le fait que dans quelques temps, on aura des réseaux, on aura des capteurs qui vont s'accrocher sur nous, voire à l'intérieur du corps, donc ça veut dire qu'encore plus, on va vraiment être le réseau. Alors, 100 milliards, on verra bien, mais en tout cas, on n'ira pas les compter. Alors, je voudrais parler d'une notion qui est un peu plus générale, donc on parlera d'objets. Moi, j'aime bien donc plutôt parler d'objets de différentes sortes. Vous avez des objets qui sont des capteurs passifs, vous avez des objets qui sont des capteurs passifs, vous avez toutes sortes d'objets, vous en avez des petits, vous en avez des gros, vous en avez de la mémoire, d'autres qui n'ont pas de mémoire. Donc je veux dire que c'est quelque chose qui est beaucoup plus large que ce que l'on veut évoquer. Donc pour moi, la notion d'objet, à mon avis, est beaucoup plus crédible et correspond mieux et plus à ce que je veux représenter. Cela dit, les objets, vous allez les trouver absolument partout. Alors actuellement, on parle énormément d'objets embarqués dans les téléphones, et je vous le montrerai dans quelques instants. C'est vrai que nos téléphones, nos mobiles maintenant, ce sont des véritables usines à capteurs, mais on trouve de plus en plus des capteurs aujourd'hui dans les usines, pour des questions de sécurité, des contrôles de fabrication, de logistique industrielle, etc. Dans des tas de domaines, vous commencez à trouver des capteurs absolument partout, et donc et pas simplement évidemment dans notre environnement personnel.
Je crois sincèrement que les objets, et sous les différentes formes de capteurs, ça va constituer une nouvelle génération de l'informatique. Une génération complètement différente, avec des techniques et des technologies à mettre en œuvre qui ne sont pas évidentes du tout. Et j'ai un peu l'impression qu'on revient à une situation, disons, technique, celle qu'on a pu connaître à peu près dans les années 80-90. Alors vous n'étiez pas né, bien entendu, moi je l'étais. Hein, et donc à cette époque-là, on était quand même assez proche des machines. Et j'ai le sentiment qu'avec les objets, donc l'installation des capteurs et les réseaux qui vont avec, j'ai un peu l'impression de revenir à cette situation-là, situation très bidouillarde, on va dire. Hein, on était très très proche des machines. Et parmi les capteurs et parmi les objets que l'on pourra évoquer, il faut également parler des MEMS. Alors c'est quoi les MEMS? Ce sont des petits objets, on va dire, hein, mais qui sont des capteurs associés à une électronique, voire associés à une mécanique. Ça peut être des petits moteurs de rien du tout, minuscules, associés donc à des capteurs et qu'on mettra dans différents environnements, et plus particulièrement, il faut le reconnaître, dans les usines. Alors, moi j'aimerais donc être concret hein, sur ce plan-là. Ce qui m'agace un peu, ce qui m'étonne, c'est que les fournisseurs aujourd'hui, et c'est particulièrement vrai pour le big data, pour eux tout va bien, hein, c'est facile, il n'y a qu'à démarrer, et donc en fait les fournisseurs ont gommé volontairement ce qui me semble être un aspect très important, c'est-à-dire tous les aspects techniques, hein, et je vous ai fait un modèle à 8 niveaux, dans lequel je vais répertorier tous les aspects finalement des technologies capteurs qui ne sont pas ou peu traités aujourd'hui, et pour lesquels, si on se lance trop vite, eh bien on va peut-être prendre des décisions qui devront être remises en cause dans quelques temps. Et donc les fournisseurs ont un peu tendance à faire ça, donc je vais plutôt rétablir un peu la vérité. Par exemple, on manque également de standards. Vous allez installer des capteurs un peu intelligents, mais sur quel système d'exploitation vous allez faire ça? Est-ce que vous allez prendre un Linux ou une déclinaison de Linux? Quelle est l'interface de connexion, hein? Bon, on peut effectivement utiliser les réseaux basse consommation. Quel protocole de transport vous allez utiliser? Bien entendu, vous allez demander à ce que les informations soient sécurisées. Donc il faut aussi que le protocole de transmission soit sécurisé. Bon, donc je crois qu'on est allé très loin. En matière de stockage, par exemple, on va évoquer dans quelques instants les architectures dites un petit peu éclatées hein, que l'on trouve sur les capteurs. Et donc on aura peut-être besoin de bases de données, mais vous savez, dans un premier temps, ce n'est pas les bases de données qui sont les plus importantes, c'est la gestion de fichiers. Comment on va faire pour stocker ces machins-là? Et en plus, s'il y en a énormément, comme c'est souvent le cas, je vous dis, ce n'est pas un problème de logique, hein, c'est un problème de stockage physique des informations. Par ailleurs, ce que je constate aujourd'hui dans les différents projets sur lesquels on intervient, c'est que ce monde-là manque de bras. Hein, on a beaucoup de difficultés à trouver des compétences, parce que c'est toujours la même chose. On essaye d'avoir des moutons à 5 pattes, des gens qui soient à la fois un peu électroniciens, un peu informaticiens, un peu développeurs, un peu je sais trop quoi. Et donc c'est extrêmement difficile à obtenir. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un manque important de ce point de vue-là. Je ne veux pas critiquer les organismes de formation, bien entendu, mais en tout cas, il y a un gros effort donc, à faire de ce point de vue-là. Donc nous, écoutez, hein, vous allez me suivre, je vous assure qu'on va revenir aux fondamentaux. D'abord, on va faire un essai de classification des capteurs. J'utiliserai plutôt le mot capteur. Hein. D'abord, vous avez en gros, si vous voulez, je ne vais pas lire ce qui est écrit ici, mais vous avez des capteurs dits passifs. C'est-à-dire, en gros, qui sont équipés d'un moyen de mesurer ce qu'on va appeler donc une valeur, hein, qui peut être une valeur analogique, ça peut être une valeur numérique, ça peut être une valeur booléenne, une valeur logique. C'est donc un truc qui va mesurer quelque chose. Alors, il n'est pas obligé de le faire toutes les secondes. Il y a des capteurs qui vont mesurer ça une fois par jour. Il y en a d'autres qui vont le mesurer une fois par mois. Et d'autres qui vont le faire 10 fois par seconde. C'est pour ça que c'est très difficile de mettre tous ces capteurs dans le même bain. Il y a énormément de différences entre ces différentes familles. Donc vous avez les capteurs passifs qui attendent qu'un autre équipement de l'extérieur puisse venir, pas se connecter, mais se rapprocher le plus souvent et mesurer et récupérer cette information. Donc vous avez donc des capteurs qui sont comme ça, vous avez des capteurs qui sont actifs, capables donc non seulement de mesurer l'information, mais également de la stocker, également éventuellement de la traiter, ce qu'on va voir dans un instant, et puis de l'émettre sur le réseau. Là, on a besoin de personnes simplement en permanence, donc on va émettre. Alors, c'est pas la même chose, hein, les prix sont pas les mêmes, la technologie n'est pas la même. Vous me direz, il y a aussi des capteurs qui sont à la fois passifs et actifs.
Bon, on est d'accord, ne simplifie pas les choses. Et on parlera également de capteurs avec ou sans contact, selon que vous serez obligé de toucher l'équipement, le capteur, ou au contraire, vous pouvez rester à quelques centimètres ou à jusqu'à quelques dizaines de mètres, pourquoi pas. Donc vous voyez, il y a énormément donc, de solutions très différentes là-dedans. Alors vous avez par exemple le QR code. Le QR code, donc cette espèce d'étiquette, on va dire, numérique, on peut appeler ça comme ça, c'est pour moi un capteur passif. À partir du moment où vous enregistrez quelque chose dedans et que vous avez un lecteur, vous approchez votre lecteur de votre QR code, bah vous êtes exactement dans le monde des objets et des capteurs. Les RFID, donc prononcés à la française, hein, les RFID qui sont donc des éléments capables d'émettre des informations à des distances relativement importantes maintenant. Ils ont une petite antenne hein, qui est dans le circuit lui-même, capable donc d'émettre, à condition bien sûr d'avoir à côté quelque chose qui pourra le lire. Bon, le NFC, qui est une technologie d'ailleurs qui n'est pas nouvelle, hein, le NFC, ça existe à peu près depuis 30 ans maintenant. C'est le couple infernal Sony et Philips qui l'a inventé. Ça permet donc, c'est une technologie donc sans contact, hein, quelques centimètres, permet donc de récupérer des informations. Ça peut être des tickets d'autobus, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être des tickets pour les parkings, des parknets, des choses comme ça. Donc finalement, le NFC contribue et participe donc à la technologie donc des capteurs. Et puis vous aurez donc les réseaux qui vont venir avec, et vous allez voir qu'il y a toute une panoplie finalement de réseaux qui sont utilisables, et particulièrement de Bluetooth, dont vous savez bien entendu que Bluetooth a fait des progrès assez considérables depuis quelques temps avec la version 5.0, et puis des réseaux, disons, wireless, donc qui sont des réseaux qui permettent d'émettre à des distances encore plus importantes. Bon, alors, moi ce qui me frappe, hein, je ne vais pas dire qui m'inquiète, mais ce qui me frappe, c'est la diversité de tous ces objets. Et ça commence à devenir non pas inquiétant, mais c'est une notion qu'il faut bien avoir en tête. Dans quoi est-ce qu'on va trouver ces capteurs? Bah, vous trouvez, comme c'est montré ici, hein, vous avez des systèmes d'alarme, vous pouvez mettre en route à distance des équipements, voilà. Vous avez éventuellement des brosses à dents électriques dans les réfrigérateurs. Vous pouvez très bien monter maintenant des systèmes avec des capteurs. Si vous êtes inquiet de ne pas avoir d'une boisson énergisée à un moment donné, ben vous mettez un capteur dedans, et puis quand il n'y en a plus, il fait la commande automatiquement. On peut, tout ce qui est téléphonie, bien entendu, ça joue là-dedans, les imprimantes. Mettez un capteur dans des bacs, et vous savez donc à un moment donné qu'il ne vous reste plus que 50 pages, et donc il vous faut réapprovisionner. Dans les micro-ondes, moi je connais un tas de gens qui seraient très contents de pouvoir acheter un produit sous cellophane, le mettre dans le micro-ondes, et le micro-ondes se débrouille pour appliquer les paramètres du micro-ondes. Hein. Bon, ça évitera quand même quelques bévues. Vous me direz, bon, ça n'existe pas encore, mais ça pourrait bien venir. Dans les machines à café, dans les fours, tout ce qui est contrôle de température, tout ce qui est contrôle donc, de lumière, et ça on va y revenir dans un instant, on va parler d'un sujet donc, qui est celui des villes intelligentes qui sont très consommatrices hein, du monde des objets. Et donc voilà, on trouverait des contrôles de lumière, de température, la sécurité dans les immeubles, la télévision. Quand vous faites des exercices physiques, ben, vous mettez des capteurs sur vous, et vous savez donc le nombre, ça commence à venir maintenant, vous savez exactement le nombre de kilomètres que vous parcourez, le nombre de pas que vous avez franchis, etc. Vous allez trouver des capteurs absolument partout. Dans votre vie professionnelle, dans votre vie quotidienne, et tous ces capteurs seront des assistants hein, que l'on va donc utiliser. Pour nous, côté TI, c'est une information brute, et donc on va l'utiliser après pour apporter des services. Avec plus ou moins d'introspection dans la vie professionnelle et personnelle des gens, mais c'est ça l'objectif. Ce qu'on veut, c'est apporter donc des services qui soient les plus pertinents possibles à nos utilisateurs. Alors, j'en viens donc à ce grand concept dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui est celui donc des villes intelligentes. Alors, je pense qu'on a été beaucoup trop vite. Les villes intelligentes, ce sont des villes où, bien entendu, on sera très heureux demain, hein, il y aura des capteurs absolument partout, et donc tout sera automatisé d'une manière extraordinaire. Je suis excessivement sceptique. Je suis très sceptique parce que voilà un exemple très net, très précis, où on est très loin de la réalité.
Vous voyez, sur ce schéma, hein, j'ai mis un petit peu tout ce qu'on peut trouver dans une ville intelligente, vous voyez, en matière de consommation d'énergie, de mesure des radiations dangereuses, les services incendies, les contrôles d'accès, les capteurs pour la pollution de l'air, la gestion des métros, la dégradation des revêtements en mettant donc des capteurs sur la chaussée elle-même qui mesurent mesurent le niveau hein, de dégradation, et ça existe déjà, hein, des poubelles intelligentes, hein, pourquoi pas, des lumières qui vont s'allumer et qui vont s'éteindre automatiquement en fonction du trafic et puis de l'heure, surtout de ce trafic, les panneaux numériques. Bon, vous en avez énormément. Mais là où on a été beaucoup trop vite, c'est que pour passer à l'étape suivante, c'est-à-dire utiliser ces informations d'une manière intelligente et d'une manière adéquate, il faut écrire du code. Il faut écrire des applications et qui vont devoir appliquer des modèles d'usage de ces éléments-là. Je prends un exemple. Celui des carrefours dans une ville. Vous avez beau mettre des capteurs partout, comment voulez-vous modéliser le comportement, d'une part, des... Ah, je crois qu'ici, il y a donc une question qui va vous être posée. Bon, je reviens là. Donc, modéliser donc, le comportement donc, de ces carrefours. C'est très compliqué. Rien que pour mesurer 2 routes qui arrivent et une seule qui repart, c'est extrêmement compliqué. Il y a eu des modèles qui ont été faits récemment et qui montrent que déjà on n'arrive pas à le faire sur un carrefour, alors que le faire sur l'ensemble d'une ville, ça me paraît tout à fait impossible. Ce que je veux dire, c'est que on va trop vite, encore une fois. Et ce qui va se passer pour les villes, c'est que l'on va traiter spécifiquement certains aspects donc, des objets dans une ville, mais pas d'une manière cohérente et globale. C'est ça qui va être très compliqué. Comment faire pour modéliser le comportement d'une ville? Encore un exemple. Si vous avez une ville avec donc, des personnes qui sont attachées donc, à la surveillance, la police par exemple, ou les services d'intervention médicale, les urgences, il faut que ces organismes soient le plus près possible des populations qui ont besoin éventuellement de ces services-là. Donc les populations dans la journée, elles bougent. À minuit, c'est pas pareil que à 3 heures de l'après-midi ou à 7 heures du matin. Donc il faut modéliser le comportement de la population pour pouvoir appliquer un code et une application qui soit cohérente. Or ça, aujourd'hui dans une ville intelligente, je suis désolé, mais on ne sait pas faire. Ou on le fait d'une manière extrêmement parcellaire. On arrivera à traiter correctement, c'est vrai, au Canada, on traitera correctement, mettons, pour enlever donc la neige, on peut effectivement mettre des capteurs, hein, là on est d'accord, mais c'est pas ça une ville intelligente. Une ville intelligente, on a presque tendance à dire c'est la ville merveilleuse du lendemain parce que tout sera traité par des capteurs. Mais on en est très loin. Dans le domaine de la circulation, c'est particulièrement vrai. Dès lors que vous commencez à travailler dans un domaine où il faut modéliser les choses, ça devient très compliqué. Et c'est là où les capteurs vont être liés à une autre notion, qui est celle de l'intelligence artificielle. Alors actuellement, on parle beaucoup de ça, hein. On parle de deep learning, on parle plutôt de machine learning, on parlera de technologies comme ça. Mais là encore, hein, il y a loin de la coupe aux lèvres, hein, et c'est pas évident du tout. Ce sont des technologies qui sont pas simples. On commence seulement maintenant à maîtriser, on va dire, des API un tout petit peu plus proches de nous hein, en matière d'intelligence artificielle. Mais sinon, il n'y a pas si longtemps, c'était une spécialité vraiment réservée à des mathématiciens et à des scientifiques chevronnés. Donc aujourd'hui, on n'en est pas du tout là. Et vous ne pourrez pas mettre en place une ville intelligente si vous n'avez pas ces modèles d'intelligence artificielle qui sont derrière. Les capteurs ne sont finalement que des éléments qui vont vous générer une information, puis c'est tout. Mais maintenant, tout dépendra de la manière dont on va traiter ces informations. Alors, sans parler, bien entendu, des volumes, mais ça, on en parlera par la suite en parlant donc du big data. Donc, vous voyez, moi, je suis un peu sceptique, on va dire, sur l'optimisme général que j'entends et que je vois. Je crois qu'on est beaucoup plus loin de la réalité que ce que l'on veut bien dire. Bon, maintenant, peut-être que je suis un peu pessimiste. Hein. Le vrai départ, à mon avis, va commencer donc cette année. Alors, quels sont les domaines dans lesquels on va vraiment intervenir en 2018, en 2019? Et je le vois hein, avec les demandes qui nous arrivent. Hein. D'abord, ça va être la grande bataille de la domotique.
Donc vous avez vu que maintenant on est chez Amazon, chez Microsoft et puis les autres. On vous propose donc des solutions pour mettre des capteurs un petit peu partout à la maison, de manière à ce qu'on fasse le travail à notre place, allumer le chauffage, l'éteindre. Bon, c'est une grande bataille qui se prépare, qui moi me laisse là encore une fois un tout petit peu sceptique parce que j'ai un peu l'impression qu'à force de faire par d'autres des choses, par des capteurs entre autres, et puis des modèles qui là ne sont pas trop sophistiqués, il faut le reconnaître, on ne saura plus le faire nous-mêmes après. Donc moi je crois qu'il y a encore des choses qu'on est capable de faire. Hein. Mais enfin bon, ça sera donc une grande bataille de la domotique, et le marché est absolument considérable actuellement, et on commence à avoir des solutions quand même qui sont effectivement intéressantes. Je crois surtout que c'est la montée en puissance des objets industriels. Là, par contre, il y a, surtout dans le domaine de la sécurité, on parlera d'ailleurs dans un instant des fameux objets, des jumeaux, les objets jumeaux, hein, qui sont extrêmement intéressants pour les contrôles de processus industriels un petit peu dangereux. C'est surtout là qu'on va trouver donc les applications les plus intéressantes. Hein, donc, on verra donc cette année, en 2018, donc les premières places de marché qui vont arriver. Vous allez pouvoir trouver des choses, hein, des capteurs, des solutions logicielles, des modèles, enfin toutes sortes de choses qui pourront vous intéresser. Ça commence à venir maintenant, et je n'apprécie pas d'ailleurs qu'on les appelle IoT Marketplace parce que c'est pas le cas. Hein, ce sont des places de marché pour les objets au sens large. On commencera donc à trouver les premiers outils analytiques. Alors, on se rendra compte que la plupart du temps, ces outils sont relativement primaires, hein, encore maintenant. Et quand j'entends un vendeur d'une compagnie, je ne citerai pas, parlant de BMW, donc le constructeur allemand de voitures, et qui disait avec notre produit de l'intelligence artificielle basée sur des objets et fonctionnant avec des big data, le BMW en question va faire 45% de chiffre d'affaires en plus. Je pense qu'il faut tout de suite l'enfermer, hein, parce que, évidemment, si c'était le cas, on le saurait, hein, et donc il y a bien longtemps qu'on aurait utilisé cette merveille, donc cette merveille des merveilles. Donc on y viendra, mais vous savez, tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, à tout ce qui touche à ces modèles analytiques, et finalement à ces développements, je pense qu'on a une vingtaine d'années devant nous, hein, au moins, avant d'avoir quelque chose. On ne va pas attendre 20 ans, mais progressivement, on aura des solutions, mais ça prendra pas mal de temps. Aujourd'hui, on constate une chose, ce qui n'est pas forcément très sain, c'est que dans le monde des objets, on a des fournisseurs qui sont complètement éclatés. C'est-à-dire qu'on trouve des milliers de fournisseurs aujourd'hui, et c'est très compliqué d'arriver à choisir donc des produits chez l'un et chez l'autre. Il y a des problèmes donc de standards. C'est assez délicat tout ça. Hein. Et aujourd'hui, le paysage est beaucoup trop morcelé. Il va falloir qu'il se synthétise plus avant qu'on puisse avoir conscience en lui. Il va y avoir un autre problème qu'il va falloir résoudre en 2018 et les années suivantes, c'est les problèmes de fréquence. Les problèmes de fréquence, c'est-à-dire on ne peut pas utiliser sur les réseaux sans fil, on ne peut pas utiliser n'importe quelle fréquence parce que ça nous fait plaisir. Hein, vous savez que dans le domaine des fréquences, on a trois grandes familles. Hein. Vous avez ce qui est en dessous de 3 à 5 GHz, hein, ce qu'on utilise pour les technologies mobiles, entre 5 et disons une trentaine de GHz et de 30 GHz à 100 GHz. Là, on est dans des zones qui ne sont pas, on appelle ça des ondes millimétriques et qui ne nécessitent pas habituellement, nécessite pas d'avoir une autorisation donc pour émettre. Mais imaginez un peu, des millions de capteurs qui se mettent à émettre d'une manière anarchique, avec des fréquences mal maîtrisées, c'est particulièrement le cas donc au-dessus de 30 GHz, mais même déjà au-dessus de 5 GHz, hein, ça risque d'être une panique absolument monumentale. C'est déjà pas facile d'arriver à assurer une cohérence de bout en bout entre les différents pays pour au moins avoir un minimum de fonctionnement. Bah alors là, je veux dire, ça va être encore bien pire. Donc ce problème des fréquences va être très délicat à résoudre. Du côté de la sécurité, j'y reviendrai un peu plus en détail parce que ça c'est un des problèmes essentiels que l'on a aujourd'hui. C'est que on a d'abord traité les problèmes mécaniques et les problèmes fonctionnels, mais on ne s'est pas du tout préoccupé de la sécurité. Par exemple, j'ai vu il n'y a pas très longtemps des capteurs positionnés à 1,50 m du sol et générant des données qui étaient extrêmement sensibles. Bon, j'ai pas besoin d'utiliser des modèles très compliqués d'attaque. Il suffit, si j'ai accès à ce capteur, de le casser, c'est terminé. Donc, si vous voulez, je pense qu'on a devant nous donc des problèmes de sécurité qui sont très graves. Hein. D'ailleurs, on l'a vu récemment avec une attaque qui s'est faite avec un virus qui s'appelle Mirai, qui se servait de 200 000
200 000 caméras réparties un peu partout, et qui étaient donc fédérées, qui étaient phagocytées, on va dire, par un pirate, qui leur faisait émettre des volumes de données absolument gigantesques et qui ciblait un opérateur de cloud. Ce qui fait que l'opérateur de cloud était submergé par tous ces messages qui arrivaient de ces 200 000 caméras, et donc ne pouvait plus rien faire. Donc on disait qu'on a fait du déni de service, et aujourd'hui, on arrive à obtenir avec les objets, tenez-vous bien, de l'ordre de 1 terabit, de 1 terabit par seconde de volume. Imaginez que sur une autoroute, l'autoroute des Caraïbes, vous arrêtez sur l'autoroute, vous arrêtez 1000 camions de gauche à droite de la chaussée, évidemment, plus personne ne passera. Or, c'est exactement ce qui se passe. C'est que les objets étant relativement peu sécurisés, eh bien, vont servir de véhicules pour faire des attaques et qui seront de plus en plus nombreuses. Et c'est quand même excessivement inquiétant. Je pense, entre autres, à un autre domaine où on utilise des objets, c'est celui des compteurs intelligents électriques. Alors, s'il y a des personnes d'Hydro-Québec qui le connaissent bien, hein, ce sujet-là, je connais des systèmes de mesure de la consommation électrique qui ne sont pas du tout sécurisés. Je ne citerai pas le pays parce que je ne veux pas lui faire une mauvaise publicité, mais il y a un pays dans lequel on a lancé ce type de capteurs, hein, qui sont fondés sur une technologie de communication qui s'appelle CPL, courant porteur en ligne. Et donc c'est vrai que ça marche, hein, ça marche. Sauf que le protocole CPL lui-même, n'étant pas sécurisé nativement, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Eh bien, il a fallu que le fournisseur d'électricité rajoute à toutes les trames qui sont émises par les compteurs des informations de contrôle pour la sécurité. Vous voyez? Donc, et finalement, quand on regarde le volume de données transmises, eh bien vous avez 1 tiers de données utiles et puis vous avez 2 tiers de données de contrôle. Donc c'est un peu vers ça que l'on va. Et alors, ça sera d'autant plus compliqué du fait de la diversité donc de ces capteurs et de ces protocoles de communication. Donc, n'appelons pas ça IoT, hein, on parlera plutôt donc d'objets. On va également, donc ça, on va s'intéresser un peu plus loin parce que c'est l'une des questions fondamentales d'aujourd'hui, qui est celle des réseaux basse consommation. Donc aujourd'hui, en gros, on verra tout à l'heure, hein, on a à peu près 3 grandes familles donc de réseaux. On a la famille LoRa, hein, qui est donc plutôt un forum qui regroupe un certain nombre de fabricants. Vous avez un européen qui s'appelle Sigfox, mais qui est plutôt destiné à des applications, disons, de bas de gamme. Et puis vous avez aussi le protocole LTE, donc de 4e génération cellulaire, avec 2 versions, M1 et M2, qui permettent là aussi de véhiculer des communications qui viennent des objets. Ça va être quelque chose de très délicat, et donc on en reparlera dans quelques instants. C'est aussi donc la verticalisation des IoT. Ce que je constate, c'est que comme l'intelligence artificielle, eh bien, les IoT, plutôt que de les traiter globalement, on va les traiter secteur par secteur, famille par famille. Et bon, les objets qui seront utilisés par les pétroliers, c'est pas les mêmes que ceux qui travaillent au gouvernement, pas la même chose. Et donc il y aura des familles, donc on va assister à une verticalisation donc de ces objets. Et bien entendu, on aura donc comme application donc majeure bientôt des réseaux de voitures, hein, avec les voitures autonomes. J'y reviendrai donc là également dans quelques instants, et tout ce qui va concerner donc la gestion donc de l'énergie. Donc ça sera le vrai départ. Alors, je vous disais que il y a déjà des éléments aujourd'hui qui sont quand même très, très étonnants, hein. Regardez, prenez un téléphone. Hein, vous avez un téléphone cellulaire comme moi. Ce truc-là, c'est pas simplement un téléphone, hein. C'est surtout une usine à capteurs. Croyez-moi. Là-dedans, ici, vous avez des dizaines, donc dans l'électronique, hein, vous avez des capteurs qui sont dedans et qui vous permettent de faire quoi? Eh bien, par exemple, vous avez des capteurs qui vont mesurer votre positionnement dans l'espace. Hein, si vous êtes les pilotes comprendront, par rapport à l'axe de roulis, l'axe de lacet, l'axe de tangage, on sait exactement si vous montez, si vous descendez, si vous êtes plutôt vers la droite, plutôt vers la gauche. On le sait exactement. Vous avez des capteurs dedans, des capteurs de proximité, par exemple, pour savoir si vous vous rapprochez d'un obstacle, ce que vous trouvez d'ailleurs dans les véhicules maintenant. Vous avez des altimètres qui vous dit exactement où vous vous positionnez par rapport au niveau de la mer ou par rapport au sol. Vous avez des capteurs dans votre téléphone qui vous mesurent donc la vitesse du vent. Vous avez des capteurs d'humidité, des capteurs de température, des capteurs qui vont vous détecter donc les taux de monoxyde et dioxyde de carbone, des capteurs de luminosité, très important. Nous nous en servons en permanence de ça. Quand on écrit une application pour un mobile,
et que l'on veut modifier les paramètres du mobile en fonction de l'environnement, si c'est 8 heures du soir ou qu'on est dans le métro, il n'y a pas beaucoup de lumière, on va afficher les choses d'une manière beaucoup plus vive. Vous voyez, donc déjà on s'en sert dans les applications. Les capteurs d'empreintes digitales, les détecteurs d'action tactile, et croyez-moi, il n'y a pas que les 2 ou 3 mouvements que l'on pratique, il y a des mouvements beaucoup plus complexes que ça, NFC, etc. Le GPS, bien entendu, et vous en avez comme ça des dizaines et des dizaines. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, en 2018, la grande nouveauté, c'est que toutes ces informations que vous avez, eh bien, vous y accédez tout bêtement, la plupart du temps, par un simple bout de code JavaScript, vous voyez, très simple, dans une page HTML, vous avez un petit bout de code JavaScript qui va aller lire l'information. Je prends l'exemple de la géolocalisation. Nous avions développé un framework pour ça, mais on a eu tort. Parce qu'aujourd'hui, avec la version HTML5, vous avez un objet JavaScript qui s'appelle Geolocator, qui vous permet, vous l'appelez et vous mesurez ses paramètres. Altitude, latitude, longitude et précision de la mesure. Donc vous avez tout. On sait donc exactement où se trouve donc la personne qui se sert de son téléphone. Et il me suffit d'une ligne de programmation pour en bénéficier. Ça, je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le téléphone, c'est plus un téléphone. Il ne faut surtout plus l'appeler téléphone. C'est un machin, c'est une usine à capteurs qui est donc exploitée après par des développeurs qui, eux, vont produire des applications qui seront des applications, en principe, qui amènent un service. Mais peut-être pas uniquement, peut-être récupérer des informations d'une manière non autorisée, comme c'est de plus en plus le cas aujourd'hui. Donc déjà, vous voyez, ces smartphones ou ces équipements ne sont plus vraiment des téléphones. Bon, alors là, on arrive à un sujet, donc un sujet clair, un sujet essentiel dans ma présentation, c'est donc le fameux modèle à 8 niveaux. Mais j'aurais bien voulu vous poser une question déjà, puisque je vois que vous êtes très nombreux à écouter, je vous en remercie d'ailleurs. Je voudrais faire un petit sondage pour savoir donc si vous avez déjà des projets qui sont des projets donc concernant donc des objets. Alors, je vois que finalement, actuellement, la tendance est plutôt, alors ça bouge, c'est à peu près égal finalement. Bon, en gros, ça va être à peu près ça. On aura 40%, à peu près 40% donc de personnes parmi vous qui ont déjà des projets sur des objets, et puis il y en a à peu près 25% qui s'intéressent au sujet mais qui n'en ont pas encore. Donc ça va venir, 44% donc qui ont déjà des projets, et puis il y a ceux peut-être qui ne savent pas encore pour l'instant. Ok, donc on va revenir sur notre présentation. Bien, alors donc je suis arrivé donc à un modèle qui me paraît important, qui est un modèle à 8 niveaux, qui au fond regroupe la totalité des problématiques que vous, utilisateurs, ou vous, développeurs, vous allez avoir. Et je pense que tout est là. Au niveau le plus bas, vous avez les capteurs, vous avez tous les aspects physiques. Le choix des capteurs, entre les MEMS, les fameux machine-to-machine, les NFC, les RFID, tous ces trucs-là, il faut donc pouvoir décider de la nature du capteur que vous allez employer. Vous en avez énormément aujourd'hui. Donc il y a un risque à s'embarquer dans des voies qui seront des voies sans issue. Donc tous les problèmes physiques de captage et d'exposition physique de ces données. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ça va être à partir du moment où vous avez mis des capteurs un peu partout, il va falloir qu'ils communiquent, soit avec un serveur, soit entre eux. Bien. Et pour ça, donc, on aura besoin d'un réseau de transport, un premier réseau de transport. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour moi, ce n'est pas Internet. Enfin, c'est pas forcément Internet. Et ce ne sera même pas souvent Internet. Ce sera plutôt un réseau de transport donc de type réseau basse consommation. Et là, vous aurez un choix à faire qui n'est pas simple actuellement, parce qu'il dépendra, c'est ce qu'on verra, il dépendra donc de la fréquence donc d'émission donc des informations et puis des capacités techniques que vous avez dans vos capteurs. Enfin, ça dépend de beaucoup de choses. Et donc, c'est pas simple aujourd'hui de choisir cette chose-là. Après, une fois que vos capteurs font leur travail et ont émis sur un réseau basse consommation, on va pouvoir, en général, on communique avec des serveurs qui peuvent parfaitement être dans le cloud d'ailleurs. Et donc c'est là où vous choisirez, ça peut être des solutions Internet, pourquoi pas. Ça peut être à partir d'une passerelle, ça peut être des réseaux de transport 4G, c'est ce qu'on disait avec LTE M1 et M2, ça peut être Internet, bien entendu, ça peut être toutes sortes de réseaux de transport qui vont donc
en consolidant les informations récupérées de ces réseaux basse consommation, amèneront donc les informations là où elles devront arriver. Le quatrième, vous voyez, c'est déjà pas simple ça. Le quatrième niveau qui me pose souci aujourd'hui, parce qu'on ne traite pas suffisamment, c'est tout ce qui concerne la sécurité. Il faut assurer donc le contrôle de sécurité, il faut assurer les fonctions de confidentialité, c'est-à-dire également d'intégrité. Je fais une distinction entre les deux. La confidentialité, c'est le fait que je ne veux pas que quelqu'un non autorisé puisse lire et voir les informations. Par contre, l'intégrité, c'est que je ne veux pas que quelqu'un qui voit les informations éventuellement donc en clair puisse les modifier. Si j'ai donc la possibilité d'interagir avec un compteur électrique, interagir avec le contenu du compteur et modifier ce qu'il y a dedans, ça ne plaira pas au propriétaire et je peux lui pourrir la vie comme ça. Et là, je dis, je modifie je porte atteinte à l'intégrité de l'information. Eh bien, c'est pas très évident tout ça. Il faut ensuite s'assurer de l'identité donc des différents capteurs, donc les identifier. Comment on les identifie? Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez me garantir que IP sera la meilleure solution? Pas évident du tout. D'abord parce que IPv4 32 bits, il y en a plus. Et ensuite, IPv6, ça nécessite quand même des installations, j'allais dire relativement lourdes, faisables, mais lourdes. Et aujourd'hui, il n'y a que 13% des entreprises dans le monde qui sont passées à IPv6. Donc, je sais pas, hein, pour l'instant, c'est pas je ne sais pas, c'est que pour l'instant, on est encore à se poser des questions là-dessus. Ensuite, on va le voir avec le modèle donc, que je vais vous proposer, il faut agréger les données, il faut les consolider, il va falloir les stocker, éventuellement dans le capteur lui-même, soit à un niveau intermédiaire, qu'on va appeler le edge computing cette fois-ci, soit à un niveau plus important. Et donc, vous allez avoir besoin de consolider, de stocker et d'agréger les données, donc vous aurez besoin d'un référentiel. Quelles sont les données que vous allez récupérer? Il faut que tout ça soit parfaitement modélisé et soit clair, avec des informations qui permettront de juger de la pertinence ou de l'aberration de certaines données. Donc là, c'est des chantiers qui ne sont pas simples, hein, et surtout avec les volumes qui vont nous arriver. Ensuite, il faudra donc filtrer et traiter la qualité des données. Hein, et les entreprises sont assez réticentes à gérer et à traiter les problèmes de qualité, mais malheureusement, si on fonde nos décisions sur des données qui viennent de capteurs et qu'on ne peut pas assurer un filtrage de qualité dessus, ça me paraît excessivement dangereux. En plus, derrière, vous aurez des applications. Le niveau 7, ça sera toutes les applications dédiées, tout ce qui va permettre de faire du reporting, les protocoles de commande, c'est-à-dire tout ce qui est administration de ces choses-là. Et enfin, pour arriver sur quoi? C'est arriver sur nos smartphones, sur nos tablettes ou sur nos machines. On est vraiment, hein, j'ai commencé par ça, on est vraiment un peu l'impression d'être revenu 25 ans en arrière, hein, à peu près, pour ce traitement. On est revenu à l'époque où l'informatique était vraiment une informatique de bidouillage, et on en est exactement là. Et en tout cas, on est très loin de ce que veulent nous faire croire certains fournisseurs qui ont mis encore une fois la charrue avant les bœufs. Bon, vous voyez une architecture que je vous propose. À mon avis, dans la plupart des cas, ça sera un peu comme ça. On aura un petit peu cette architecture-là. Vous avez par exemple, ici, j'ai fait un système à 3 niveaux. Vous allez avoir donc les capteurs qui sont donc localisés quelque part, avec donc un peu de mémoire et puis des capacités de traitement. Chaque capteur est susceptible d'être autonome et maître de lui-même sur l'interface qui sera à sa disposition. Mais encore faut-il que ce soit des capteurs un peu joufflus pour être capable de le faire. Ce qu'on va trouver le plus souvent, ça va être un niveau, on va dire, intermédiaire, ce que j'ai appelé ici le niveau 2, de edge local, c'est-à-dire de regroupement d'un certain nombre de capteurs. Et on va avoir, donc ce sont des systèmes qui vont permettre, avec du stockage, avec du traitement, qui va permettre de faire par exemple du traitement de filtrage pour les données qui viennent de ces capteurs, mais on ne le fera pas d'une manière individuelle, on va regrouper les données qui remontent, on traite ça sur une machine edge de niveau 2, et ça permettra déjà de faire des choses de manière à ne pas encombrer les traitements centraux. Parce que n'oubliez pas un point, c'est que vous allez vous retrouver avec des centaines de milliers, des millions d'informations qui vont vous arriver en même temps. Si vous pouvez délocaliser déjà une partie de vos traitements et les mettre sur un niveau intermédiaire entre le capteur unitaire et puis l'intelligence, on va dire, centrale, ça sera autant de gagner. Et donc, au moins du point de vue physique, on va pouvoir traiter des alertes, on va pouvoir faire un premier niveau d'analyse, on va pouvoir faire un premier filtrage et donc qualité des données. Ce sont des choses qui ne sont pas nouvelles, vous savez.
Dans les pétroliers, par exemple, quand ils font de la recherche pétrolière en mer ou au sol, ils ont ce qu'ils appellent en mer, ils appellent ça des hydrophones. C'est quoi? Ce sont des capteurs qui récupèrent les informations sismiques qui viennent du sol. Mais avant de l'envoyer sur l'intelligence centrale qui est très lourde, avec des grosses machines, eh bien, il faut déjà un pré-traitement dans le capteur. Et je pense que ça, c'est très important. Et c'est au fond la même idée que on va dire, ce edge de niveau 2, intermédiaire entre les deux. Et puis, au fond, au dernier niveau, le niveau 3, eh bien, vous allez récupérer ce qui viendra de ces niveaux intermédiaires. Je pense que si on n'a pas ça, on risque d'être saturé par des données qui vont être beaucoup trop nombreuses, sur lesquelles il va falloir faire trop de traitements. Donc la tendance et l'idée, c'est plutôt d'essayer de délocaliser une partie de ces traitements et de le mettre sur cette architecture-là. Ça, c'est une architecture qu'on commence à voir beaucoup maintenant, et pas seulement d'ailleurs sur les capteurs. Vous avez maintenant des stades de hockey. Vous avez des gens qui téléphonent à l'intérieur du stade, et puis vous avez des serveurs à l'extérieur qui sont des serveurs edge et qui sont capables de répondre aux demandes qui sont faites par les différents spectateurs. Donc plutôt que de remonter sur un grand système central qui serait saturé, eh bien c'est un edge computer qui est au bord du stade et qui va donc effectuer un certain nombre de traitements. C'est la même idée, c'est du edge computing, c'est-à-dire une espèce de, on va dire, de décentralisation, un petit peu des traitements de manière à soulager donc les systèmes centraux. Bien, alors regardez. Comment est-ce que vous allez faire, par exemple, pour choisir donc les systèmes d'exploitation? Vous avez un problème qui est très embêtant. Parce que normalement, en principe, ce qu'on va faire, c'est que quand on va travailler avec des objets, on va les intégrer dans des architectures qu'on appelle aujourd'hui des MSA, donc des microservices architecture. Chaque nœud du réseau est constitué à ce moment-là d'un capteur plus ou moins intelligent, et qui lui-même va être embarqué dans un conteneur Docker par exemple, ou dans autre chose. Et en fait, votre architecture, on va dire système, ce sera une architecture donc qui va tenir compte de tous ces systèmes d'exploitation et objets donc dans un conteneur. Alors, quel système d'exploitation vous allez prendre? Je vais vous en donner quelques-uns après. Mais aujourd'hui, le Docker est plutôt destiné donc à Linux et maintenant également donc à Windows. Mais les systèmes d'exploitation de ces objets, c'est pas Linux stricto sensu, c'est pas Windows. Ce sont des versions différentes. Donc aujourd'hui, si vous faites un choix trop avancé sur le système d'exploitation, et en particulier si vous divergez d'une souche commune qui serait Linux avec Android par exemple, il y a un risque que vous soyez incompatible avec une architecture de microservices, donc architecture de type Docker avec les containers. Donc aujourd'hui, on est très embêté, sachant que quand même, il nous faut un système d'exploitation pour effectuer donc les fameux contrôles avant émission, pour faire des filtrages donc de données, ce que j'évoquais, pour effectuer donc des traitements locaux, et particulièrement vrai d'ailleurs sur les capteurs scientifiques, et puis pour préformater les données. On fait un traitement de formatage, de manière à ce que le système central n'ait pas à se casser la tête à reformater les données qui lui viennent du terrain. Donc, ces systèmes, donc il faut un système, et puis vous aurez un besoin de gestion de bases de données locales. Alors, entendons-nous bien. Ici, on est sur un capteur. Donc un capteur, c'est pas un gros truc. Il est servi par une petite base de données, par un petit système d'exploitation, mais qui n'a pas non plus l'envergure et on va dire le périmètre des systèmes que nous connaissons. Donc, alors, je vais peut-être avoir besoin, sur certains capteurs, de mettre non pas une base de données, mais un outil qui va me permettre de stocker les fichiers. Et ce que je disais au début, c'est que les vrais problèmes qu'on a à traiter actuellement, ce n'est pas vraiment des problèmes de base de données, ce sont des problèmes de gestion de fichiers. Comment stocker les données, au moins physiquement, avant de les traiter logiquement. Et donc, c'est pas évident, il faut que ce système de gestion de fichiers soit capable de communiquer avec un edge computing intermédiaire, communiquer avec une base de données centrale. Vous voyez? Donc on aura en fait toute une panoplie de solutions qui vont aller depuis le capteur avec une gestion de fichiers native, voire pas de gestion de fichiers du tout, à des systèmes qui auront une véritable base de données à l'intérieur. Or, je suis inquiet parce qu'aujourd'hui, l'exemple des mobiles montre qu'on n'a pratiquement pas de solution de base de données logique sur les mobiles cohérente actuellement. C'est pas vrai. On commence à en avoir un tout petit peu, mais on est
on n'a pas grand-chose. Et sur les capteurs, ça va être exactement la même chose. Et donc tout ça, c'est lié, vous savez. Hein. Système d'exploitation, gestion de fichiers au niveau du capteur, base de données, et puis et également donc, protocole de communication avec l'extérieur. Alors quel système d'exploitation choisir? Ben, je vous en donne quelques-uns ici, que peut-être vous ne connaissez pas. Hein. TinyOS. Un système d'exploitation qui a une empreinte minimum, 4 K d'empreinte mémoire. C'est évidemment extrêmement faible, mais ce n'est pas non plus Windows ou Linux. Hein. Vous avez Contiki, qui est un système open source qui est assez utilisé. Vous avez Riot hein, pour des petits capteurs. Vous avez OpenWSN qui a été fait à l'université de Berkeley, donc avec les Espagnols et puis quelques Français, Européens. Vous avez également VxWorks de Wind River qui d'ailleurs vient juste d'être racheté ces jours-ci. Vous avez Mbed d'ARM britannique hein, qui fabrique les processeurs pour les mobiles. Vous avez Brilio, vous avez LightOS, puis bien sûr vous avez Android dans certains cas, vous avez de l'iOS pour Apple, vous avez des versions linuxiennes hein, chez Samsung. Enfin, vous vous retrouvez devant une panoplie d'OS, lequel choisir? Alors, le risque que l'on a actuellement, si on va trop vite, c'est d'avoir des systèmes d'objets avec des solutions qui ne sont pas propriétaires, mais ouvertes, mais c'est votre système à vous qui va devenir propriétaire. C'est-à-dire qu'il sera incapable d'évoluer. Et ce n'est pas de votre faute, hein. C'est simplement parce que c'est comme ça et qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une situation, on va dire, de pérennité de tous ces systèmes suffisante pour faire des choix qui soient les plus intelligents possibles. Moi, ce que je pense, c'est que dans quelques temps, hein, on va arriver à ça. On va arriver à ces architectures, donc dites de microservices. L'idée, ça sera ça. Finalement, si je prends une usine, par exemple, j'aurai donc un certain nombre de capteurs, regroupés souvent d'ailleurs par fonctionnalité, on ne va pas les mélanger, hein. On aura ces capteurs. Chaque capteur intelligent, en général, avec de la mémoire, de la capacité de traitement, sera donc embarqué dans un nœud de l'architecture, servi par un système d'exploitation. Alors, essentiellement, aujourd'hui, c'est plutôt, on va dire, Linux et puis Windows. Mais demain, peut-être qu'on aura des versions issues du monde temps réel, hein, du monde que l'on vient d'évoquer, hein, qui permettront de le faire aussi. Et j'aurai donc tout ça, tous ces capteurs seront donc environnés par un container, genre Docker, et donc géré par une organisation d'administration pour communiquer entre les containers. Enfin, on a tout ce qu'il faut pour ça chez Google, par exemple, avec Kubernetes. C'est ça, l'architecture que l'on aura donc demain. Mais c'est une architecture qui ne sera pas compatible avec des choix incohérents. Hein. Aujourd'hui, je pense qu'il est urgent d'attendre. On n'est pas pressé, vous savez. Hein. On va attendre un tout petit peu avant d'avoir que le paysage donc se rationalise hein, et ne pas. Il vaut mieux attendre un petit peu, faire quelques études, regarder, faire quelques essais pilotes, hein, ce qu'on appelle les POC aujourd'hui, hein, mais c'est la même chose. Donc on fait quelques POC, on regarde ce que ça donne, on se casse les dents un petit peu dessus, et on regarde, et on aura le temps de démarrer un peu plus tard. Bien. Du côté des réseaux, je vous ai dit que c'était je parle des réseaux basse consommation, c'est-à-dire les réseaux qui permettent de communiquer depuis un capteur vers, par exemple, une machine intermédiaire de type Edge, voire une intelligence centrale. Bon, vous en avez énormément hein. Aujourd'hui, donc j'en ai donné quelques-uns ici. Vous avez Zigbee, Modbus, Z-Wave, vous avez toute une série d'outils et que j'ai représenté ici par rapport aux 7 niveaux donc, du modèle OSI. Tous ces réseaux ne sont pas au même niveau, enfin, n'assurent pas les mêmes fonctionnalités. Et si je ajoute à ça, donc les plus importants aujourd'hui qui sont ici, c'est-à-dire Sigfox, LoRa, LTE, on n'est pas du tout dans la même problématique. Hein. En général, ce sont des réseaux qui permettent de faire passer, en gros, des volumes très réduits donc, de données, hein, avec une faible bande passante, quelques dizaines ou centaines d'octets donc, par émission. Sigfox, par exemple, qui est un système qui à chaque paquet, c'est 12 octets. Ah, c'est pas 10 mégas, hein, c'est 12 octets, pas plus. Et en plus, on n'a pas un nombre d'émissions très très important. En général, c'est de l'ordre d'une centaine à 150 messages par jour. Vous voyez, on est donc vraiment à des niveaux extrêmement bas. Tout dépendra également de l'organisation que vous choisirez. Et puis alors, il y a une distinction qu'il faut faire entre LoRa et Sigfox, c'est que Sigfox fonctionne par des systèmes de licence. C'est-à-dire que pour utiliser un système Sigfox, vous devez avoir la licence d'utilisation. Chez LoRa, c'est un petit peu différent. Là, ce sont des systèmes ouverts, et donc tous les systèmes fonctionnent ou pas
avec ça, mais c'est des systèmes ouverts, c'est pas tout à fait pareil. Et puis vous avez donc également les systèmes LTE. En général, ces systèmes-là ont des batteries longue durée, c'est-à-dire qu'il faut que ça marche, hein, ça marche entre 5 et 15 ans sans les changer. Il faut qu'ils aient une large couverture géographique. Hein. En général, c'est lors d'un campus. Typiquement, c'est de 3 à 50 km. Les débits, vous voyez, sont à peu près de 0,1 à quelques centaines de kilobits par seconde. Il ne faut pas non plus que ça coûte trop cher. Hein. Donc, des très faibles coûts donc de composants et d'équipements liés. Ce choix de réseau est vraiment important. Hein. Vous voyez, c'est la couche proche des capteurs qui va permettre de se connecter donc à un edge computer ou bien à des systèmes, en passant éventuellement après par Internet. Donc ça, c'est un sujet qui est assez délicat aujourd'hui. Il y a une bataille très forte actuellement entre Sigfox et LoRa. La 4e génération, qui sera donc remplacée par la 5e bientôt, est-ce qu'on peut utiliser la 5e génération pour ça? Ça me paraît être un petit peu un marteau pour écraser une mouche, hein, paraît un petit peu pas très évident. Quant à l'identification donc IP, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, il me semble que rien n'est fait actuellement et que le fait de passer sur des réseaux IPv6, c'est peut-être là encore une solution trop complexe. Et quant à IPv4, de toute façon, il n'y a plus d'adresse. Donc il faudra bien qu'on trouve quelque chose d'autre. Alors, voyez, donc ça ici, j'ai mis une petite présentation de ce qu'est la technologie LoRa. Je ne vais pas faire de peine donc à Sigfox, mais le fait de passer par des licences, ça ne me paraît pas une bonne idée. Alors, bien sûr, ils ne sont pas d'accord, hein. Ça ne me paraît pas une bonne idée parce que c'est ce qu'on faisait autrefois. Maintenant, la vérité technologique, vous savez, elle n'est possible que s'il y a une universalité des solutions. Or, l'universalité, elle passe par des systèmes ouverts et par des organisations donc communes. Passer par des licences, ça ne me paraît pas la meilleure des solutions. Je me trompe peut-être, hein, mais en tout cas, c'est un petit peu la réticence que j'aurais par rapport au système donc Sigfox. Maintenant, ça c'est le schéma que vous voyez ici, c'est celui donc de LoRa, qui regroupe pratiquement tout ce qui se fait aujourd'hui en matière d'objets. Et un autre élément qui me semble intéressant à signaler, c'est que l'un des principaux actionnaires donc, du groupe de Sigfox a quitté le bateau en considérant que la technologie n'avait pas d'avenir. Et de la même manière, Sigfox est une solution française et le premier opérateur français qui est Orange a choisi la solution LoRa. Donc, c'est un petit peu ennuyeux. Enfin, mais, cela dit, on n'est pas tout à fait au même niveau donc d'usage. Je leur souhaite quand même la meilleure réussite. Alors, si on parle un tout petit peu de sécurité, parce qu'on s'approche donc de la fin, et je voudrais vous poser quelques questions maintenant. Hein. Donc, on a parlé des accès physiques, on a dit alors, il est facile d'insérer donc des malwares dans les objets, on peut faire des attaques par déni de service, on peut prendre le contrôle des véhicules autonomes, et oui, ça c'est un petit peu gênant. On peut facilement modifier les paramètres des maisons et usines intelligentes parce que à l'origine, ces systèmes n'ont pas été conçus en se disant qu'il y aura des petits malins qui vont vouloir modifier et transformer le chaud en froid. Enfin, imaginez ce qu'on peut faire avec ça, mais pourtant ça pourra se faire. Ce qui me paraît inquiétant là-dedans, c'est qu'en étant environné par toutes sortes de capteurs, eh bien, il va y avoir une introspection évidente dans notre vie privée. Déjà, aujourd'hui, avec une tablette, vous pouvez être filmé à votre insu. C'est gênant. Et avec les capteurs, alors là, on ne sait jamais trop ce qui va se passer. Hein. C'est un peu comme avec votre mobile, on ne sait jamais si on est géolocalisé ou pas. En fait, en général, on l'est. Donc, il y aura évidemment des problèmes assez graves qui seront des problèmes d'introspection dans la vie privée. On pourra modifier le comportement des objets de santé, ce qu'on peut faire avec, mettons, un équipement pour le cœur, un pacemaker. Donc, c'est assez inquiétant de ce point de vue-là. Bon, d'autres aspects, hein. Le système d'exploitation du futur sera toujours le vecteur donc, de pénétration le plus prisé. Or, si on utilise des systèmes d'exploitation qui sont trop insuffisants du point de vue sécurité, donc ce sera un boulevard pour que les hackers puissent s'en servir pour pénétrer. Hein. Bon, le stockage local peut aussi être une source de faiblesse, hein, celui des compteurs, on en avait parlé tout à l'heure, hein, et les protocoles de communication qui souvent d'ailleurs sont pas très bien faits à l'image de tout ce qu'on trouve d'ailleurs sur Internet. Hein. Internet est une association de protocoles qui ne valent rien, hein. IP, TCP, ça vaut rien du tout, tout au moins du point de vue sécurité. Et c'est pareil avec disons, ces réseaux basse consommation qui risquent de poser des problèmes de sécurité assez graves. Bon, quelques petites idées maintenant. Vous voyez, les véhicules automobiles aujourd'hui, c'est des réseaux de capteurs, c'est plus une voiture. Quand vous amenez maintenant votre voiture pour réparer le démarreur, il vous dit je vais faire un patch. Hein, on passe un patch maintenant, on ne répare plus la voiture, on fait un patch, sauf les pneus. Là, il n'y a pas un patch.
Mais en gros, c'est ça. Donc les véhicules automobiles maintenant, donc, ce sont des usines à capteurs. Les fameux jumeaux numériques, c'est absolument fascinant ça. Les jumeaux numériques, ce sont des moyens qui permettent non pas de simuler, mais de reproduire des installations industrielles éventuellement dangereuses. Donc vous reproduisez à l'identique, dans une espèce de système de simulation cette fois-ci, avec tous les objets qui représentent des éléments importants donc de votre moteur ou de votre structure industrielle. Et donc, dès qu'il se passe quelque chose sur la structure industrielle ou sur le moteur, automatiquement, le capteur de votre station est mis à jour. Ce qui fait que vous avez à un moment donné l'exacte situation de ce que vous voulez surveiller. Si vous avez des installations qui sont des installations un petit peu à risque, une centrale nucléaire, ou même pas, des centrales tout court, eh bien ça peut être très intéressant. C'est pas nouveau non plus, évidemment, mais tout ça, il n'y a rien de nouveau. L'idée, c'est que grâce aux objets et ce que nous en faisons maintenant, ce sont des concepts qui se multiplient, qui se démultiplient aujourd'hui, et les jumeaux numériques, on va en trouver donc de plus en plus. On pourrait même parler des êtres humains. Alors certains disent que les êtres humains, ce sont donc des objets, pourquoi pas. Alors il paraît qu'il y a 1 million de personnes aujourd'hui qui ont une puce dans la peau. C'est un petit peu inquiétant. Ça a commencé avec une compagnie qui avait fabriqué un petit circuit qui s'appelait Verichip, donc on mettait sous la peau avec une grosse seringue. Bon, bien. Maintenant, il y a des par exemple, les militaires, ou les Mexicains ont équipé donc leurs policiers. Ils ont une bonne partie maintenant ont une puce sur eux. Il y a maintenant des capteurs qui sont ingérables, ce que Google appelle les biometers, c'est-à-dire en fait, ce sont des capteurs minuscules que vous ingérez, qui sont capables de mesurer un certain nombre de choses. Attendez, c'est quand même un tout petit peu inquiétant. Alors, il y a des réticences, mais moi je me fais aucune illusion. C'est fini. C'est fini. Si ça nous choque, la boîte de nuit à Barcelone, par exemple, qui utilise des puces sous-cutanées à radiofréquence pour offrir à ses clients une fonction de porte-monnaie électronique, alors ça fait très branché, c'est le cas de le dire. C'est très branché, mais c'est quand même un peu ridicule. Ce qui m'inquiète, c'est que l'on va dans un monde qu'on ne maîtrise plus. Un monde où nous sommes le réseau, on est connecté en permanence, on sait tout de nous, et dire aujourd'hui c'est pas bien, eh bien je vous dis, mesdames et messieurs, c'est trop tard. C'est trop tard, il ne fallait pas y aller. Maintenant, on est dans un monde d'objets, de capteurs qui vont nous envahir. Il n'y aura peut-être pas 100 milliards, mais il y en aura beaucoup. Et la plupart du temps, on ne les verra même pas. Si dans une journée, vous avez une centaine de connexions avec des capteurs que vous ne maîtrisez pas, ça sera très dangereux. Et le dernier point que je voulais évoquer, c'est celui du traitement des données. On parle beaucoup donc de toutes ces informations qui vont remonter des capteurs. On parle de big data. Big data, c'est une énorme escroquerie pour l'instant, la plupart du temps. Le big data, ça consiste à traiter des volumes de données, mais cette fois-ci, on n'est pas sur des téraoctets, on est sur des pétabytes, c'est-à-dire des millions de milliards de données. Je connais des clients actuellement qui ont une compagnie que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Ifremer, qui donc tous les mois se retrouve avec 2 pétabytes d'informations en plus. Je peux vous assurer que cela, les problèmes qu'ils ont, c'est pas des problèmes de base de données, c'est des problèmes de stockage physique. Et je vous ai mis ici un petit peu toute la chaîne qui permettrait à terme de traiter finalement ce big data, et avec des mécanismes d'intelligence artificielle, de machine learning, de deep learning, qui vont donc jouer un rôle de plus important donc dans notre monde. Et puis bon, je termine avec ceci, donc quelques prévisions. Qui sont indiquées ici. D'ailleurs, je vous pose une autre question maintenant, puisqu'on va terminer. L'association objet intelligence artificielle vous semble-t-elle être le moteur des futures applications? Et vous répondez oui. Alors oui, c'est carrément un plébiscite. Vous êtes tous d'accord, l'intelligence artificielle sera donc au cœur. On en est maintenant donc à 48%, 50%, voilà. Et vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison, sauf que c'est pas évident. C'est pas simple, et je peux vous garantir qu'on n'a pas fini d'avoir du souci pour mettre ça en place. Mais c'est vrai que l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle se démocratise. C'est tout à fait extraordinaire. Donc mais ça se fera, ça demandera quand même du temps. Voilà ce que je voulais vous dire sur les capteurs, en essayant de ne pas avoir été trop négatif sur ces sujets. Maintenant, ce que je voudrais, d'abord 2 choses. Nous allons faire chez Technologia donc un
un séminaire un cours que l'on va donc consacrer pendant pas mal de temps, donc je crois que c'est sur 2 jours, donc uniquement sur les IoT, sur la mise en œuvre. Hein. Et je vous présente également donc un autre séminaire qui va avoir lieu donc sur les nouvelles technologies, donc les tendances informatiques que je vais animer prochainement, donc sur les tendances, mais pas simplement dans le domaine des objets, hein, dans tout, aussi bien les communications, le développement, etc. Bon, voilà. Alors, je pense que maintenant, avec un petit peu de retard, pardonnez-moi, ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir vos questions. Hein. Et donc, si vous avez des questions à poser, je serais ravi d'essayer d'y répondre, d'essayer. Alors, je regarde le public, où on en est. Alors, j'attends donc les questions, si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Bon, très bien, on dit merci, là. Pas de questions actuellement? Donc vous êtes d'accord avec moi, surtout. Gilles Desplanques pose la question, pourquoi dans votre modèle proposé, placer la sécurité au niveau 4? Ah, puis il y en a plein d'autres qui arrivent. Plutôt donc au niveau, je vais avoir plutôt qu'au niveau 2. Ben parce que, oui, effectivement, c'est une question pertinente, parce que le niveau 2, c'est quand même très, très physique, hein, et il n'y a pas que des aspects physiques, il y a des aspects, par exemple, du chiffrement, c'est pas du matériel. Le chiffrement, ce sont des algorithmes de chiffrement, et donc, je pense que la sécurité couvre plusieurs domaines, et y compris juste au niveau applicatif, au niveau 7, hein. Il me semble que ça va très très loin, hein. Et donc j'ai préféré le mettre sur le 4, mais évidemment ça concerne aussi le niveau 2. Mais le niveau 2 me semblait un tout petit peu plus restrictif, mais je suis d'accord avec votre approche. Autre question? Eh bien, je vois que notre animatrice en chef donc, vient de dire merci. Écoutez, laissez-moi vous remercier pour votre attention. Vous avez été très nombreux et je vous remercie beaucoup. Ne retenez pas les côtés pessimistes, hein. Ne retenez pas. Il faut être optimiste, mais ça ne va pas être facile. Voilà, en gros, c'est ça. Voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite donc bon courage et puis peut-être à bientôt. Au revoir.